Bien, après avoir vu donc dans le petit 1 que les transports maritimes étaient en croissance constante, nous allons voir dans le petit B que les câbles sous-marins et aussi la fibre optique sont au cœur de ce qu'on appelle les flux invisibles. Donc les transports maritimes, ce sont des flux visibles et les câbles sous-marins, les fibres optiques sont au cœur des flux invisibles, notamment les flux numériques, les flux financiers. Donc, ces câbles sous-marins ne sont pas une nouveauté, hein. Le premier câble sous-marin, vous l'ignorez sans doute, a été posé en 1858, donc il y a près de 160 ans. Alors à l'époque, c'était évidemment pas pour Internet, mais c'était un câble télégraphique, hein. Vous savez, le télégraphe, c'était le moyen de transcrire les lettres par des impulsions, hein, trois petits points, trois petits traits, trois petits points, ça fait SOS par exemple. Et ce câble transatlantique, il avait été posé entre l'Europe, pardon, et les États-Unis pour pouvoir donc communiquer des informations via le télégraphe. Donc, premier câble sous-marin, il a été posé en 1858. Aujourd'hui, ces câbles sous-marins, vous le savez, ils sont indispensables, hein. C'est grâce à eux que se font plus de 90% des liaisons Internet. Alors, par ces câbles sous-marins vont circuler les vidéos, par exemple, vont circuler, les transactions financières, hein, qui représentent, quotidiennement 6,5 milliards de dollars sont échangés sur les marchés financiers. Donc ces transactions financières se font par le biais des câbles sous-marins. On parle, vous le savez, aujourd'hui de mondialisation financière. Les câbles sous-marins, c'est un moyen qui est plus sûr et plus rentable que les satellites, hein. Les satellites coûtent très cher à être lancés et sont moins sûrs également, hein, parce qu'ils peuvent plus facilement tomber en panne et sont évidemment beaucoup plus durs à réparer. Par contre, ces câbles sous-marins peuvent poser des problèmes, hein. On en a notamment parlé au moment de l'affaire Snowden, hein, et notamment les écoutes de la NSA. Alors ça, c'est une affaire qui avait éclaté en 2013, hein, quand un ancien agent de la CIA, Edward Snowden, avait dénoncé le fait qu'en fait la NSA, c'est-à-dire la National Security Agency, c'est-à-dire l'Agence nationale de la sécurité américaine, donc une agence qui appartient au département de la défense des États-Unis et qui est responsable du renseignement d'origine électromagnétique, eh bien, il avait dénoncé le fait que cette agence, en fait, espionnait Internet et ainsi avait accès à des informations échangées entre différentes personnes dans le monde, hein, et différents pays du monde. Donc, cela révélait une véritable surveillance globale d'Internet par les services secrets américains, en quelque sorte. Donc, effectivement, c'est un moyen plus sûr et plus rentable que les satellites, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des fuites et qu'on espionne Internet via ces câbles sous-marins. C'est-à-dire qu'on se branche en quelque sorte sur ces câbles sous-marins pour capter les données Internet et donc essayer de glaner des informations qui peuvent être des informations évidemment top secrètes. Euh, après, ces câbles sous-marins, leur maîtrise et notamment la maîtrise de la pose de ceux-ci est essentiellement faite par des grandes firmes transnationales, hein, et la réglementation de cette maîtrise est un enjeu stratégique car il y a évidemment une concurrence économique et politique entre différents pays, hein. On le voit par exemple ici à travers cet article d'ActuGéo qui montre ce gigantesque câble à travers le Pacifique qui doit relier Hong Kong en Chine à Los Angeles aux États-Unis, hein, un câble qui doit faire 13 000 km de long et qui permettra 81 millions de visioconférences en simultané en haute définition. Et quand vous voyez les propriétaires, on a Facebook, Google, on a une entreprise d'Hong Kong, on a l'Australie, mais donc on a différents pays qui interviennent et des pays qui peuvent parfois être diplomatiquement et politiquement opposés, comme les États-Unis et la Chine, puisque Hong Kong était rattaché à la Chine. Et donc forcément, ça pose des risques sur la sécurité nationale, hein. C'est pour ça qu'on vous dit dans l'article de la Tribune du 2 septembre 2019, par exemple, que Washington pourrait refuser d'octroyer la licence indispensable à la mise en service de cette infrastructure, car les États-Unis redoutent la proximité
de la société hongkongaise avec le gouvernement chinois et d'éventuelles mesures prises à Pékin visant à exploiter ou à couper le trafic Internet de ce câble. Donc vous voyez que ça peut poser des problèmes entre États. Et, euh, et au passage, vous voyez que le coût avoisine quand même 300 millions de dollars, hein, donc c'était pas un coût non négligeable. Et vous voyez à quoi correspond en fait à l'intérieur de cette gaine géante, hein, les câbles qui vont permettre de dispatcher les flux entre les différents États. Donc ces câbles, ils sont posés tout au fond des océans. Donc vous imaginez peut-être pas que ça se faisait ainsi, mais vous avez des câbles géants qui circulent le fin fond des océans. Comme vous le voyez avec la carte du diaporama, hein, on voit que le monde est inégalement connecté, hein, il est inégalement connecté par ces câbles sous-marins. Donc déjà, vous pouvez noter que les câbles sous-marins sont extrêmement nombreux, mais quand vous regardez, vous voyez bien qu'il y a des flux principaux, et ces flux principaux, eh bien, ils vont relier ce qu'on appelle les trois pôles de la triade, hein, que vous connaissez dans des termes qu'on utilise souvent en économie, que sont l'Asie de l'Est, l'Amérique du Nord et l'Europe. On voit bien, hein, que les flux sont très importants, qu'il y a de très nombreux câbles entre Chine, Japon, États-Unis, et puis entre États-Unis et Europe. Par contre, certains territoires sont moins connectés, sont même dépendants, notamment l'Amérique latine, hein, va être dépendante plutôt de l'Amérique du Nord, et l'Afrique également va être sous dépendance soit de l'Asie, soit de l'Europe. Bien, donc nous en avons fini avec ce grand A des espaces d'échange toujours plus intenses. Et maintenant, nous allons voir en grand B que les mers et les océans offrent des ressources considérables. Et dans un petit 1, nous allons d'abord nous intéresser à la pêche et à l'aquaculture, ce qu'on appelle les ressources halieutiques. Alors, les ressources halieutiques, hein, vous avez la définition, page 37 du manuel. On vous dit, au sens strict, ce sont les ressources pour la pêche et par extension les ressources vivantes, végétales et animales des milieux aquatiques exploités aussi par l'aquaculture. Et l'aquaculture, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vous ai mis la définition ici, hein, c'est l'élevage d'espèces aquatiques dans un but commercial. Donc, l'aquaculture, ça peut être par exemple la culture d'algues ou bien la culture de crevettes, la culture de coquillages, tout ça, on appelle ça l'aquaculture. Alors cette aquaculture, elle est particulièrement développée en Asie et d'ailleurs, vous pourrez le voir grâce au repère 1 de votre manuel, page 36, hein, on vous indique les principaux pays de pêche et vous voyez que dans ces principaux pays de pêche, eh bien, les deux principaux déjà sont en Asie, c'est-à-dire la Chine, qui à elle seule pêche 15,2 millions de tonnes de poissons, suivi par l'Indonésie et dans ce classement des 7 pays qui pêchent le plus de poissons dans le monde, eh bien, on a 4 pays asiatiques, donc les deux premiers, la Chine et l'Indonésie, et puis au sixième et septième rang viennent l'Inde et le Japon. Et encore, la Russie est au quatrième rang, et vous savez que la plus grande partie de la Russie est en Asie. Donc, l'Asie est le continent qui, comment dire, prélève le plus de poissons dans le monde. Alors la Chine, avec 80 millions de tonnes, est de loin le premier pays producteur et exportateur, hein, de poissons, hein. Donc sur cette carte qui est présente à la page 35 de votre manuel, vous avez en jaune les principaux pays de pêche, hein. Donc on voit qu'il y en a de nombreux en Asie, hein, comme on a vu précédemment. Donc l'Indonésie, la Chine, mais aussi l'Inde, le Bangladesh, le Myanmar, le Japon. Je vous dis une grande partie de la Russie, si on considère que la Russie est un pays asiatique. Et on voit que eh bien, les eaux justement à proximité de la Chine, hein, ont des rendements plus faibles, hein, simplement de 0,2 à 1 tonne par kilomètre carré et par an, alors que un peu plus au sud de la Chine, hein, notamment dans ce qu'on appelle la mer de Chine, hein, on a des secteurs au rendement plus élevé, ce qui fait que, eh bien, évidemment, les chalutiers chinois vont aller chercher du poisson toujours plus loin, dans des eaux toujours plus éloignées et bien au-delà de l'Asie, dans des zones qui peuvent être beaucoup plus riches en poissons, que ce soit dans le nord, non loin de l'Arctique, que ce soit sur les côtes africaines ou sur les côtes du Pacifique.
Alors cette carte nous montre bien justement que la pêche est un secteur qui présente certaines fragilités, hein, et bien tout simplement le fait que les stocks de poissons soient surexploités, hein, ce qui est la conséquence de ce qu'on appelle la surpêche, hein. Donc surexploité, ça veut dire que on pêche des quantités de poissons supérieures à la capacité naturelle qu'ont les poissons à se renouveler. Donc à terme, eh bien, le stock s'épuise et il y a de moins en moins de poissons, voire plus du tout, pour certaines espèces ou presque, qui sont en voie de disparition. On pense notamment au thon rouge, hein, qui a dû être protégé dans de nombreux pays dans le monde, sinon il allait disparaître du fait que c'est une espèce très recherchée, notamment par la gastronomie japonaise. Certaines espèces de poissons également souffrent des conséquences du réchauffement. Par exemple, la disparition des coraux va impacter la reproduction de certaines espèces de poissons et la richesse de certains milieux. Donc, c'est un secteur qui est particulièrement fragile. Et puis, il y a aussi une forte concurrence entre ces pays qui sont de grands pays de pêche, hein, donc entre États, entre types de pêche, hein. Il y a une concurrence entre, par exemple, la pêche industrielle avec des chalutiers géants, avec des filets qui vont aller racler le fond des océans, et puis évidemment ben, la pêche artisanale par les petits pêcheurs côtiers. Alors, cette infographie vous donne quelques éléments importants sur l'évaluation mondiale des stocks de poissons, hein. Vous voyez que si en 1974, il y avait 10% du stock mondial de poissons qui était surexploité, aujourd'hui, on en est à 32%. C'est-à-dire qu'en gros, un tiers du poisson mondial est surexploité. Euh, si on prend les stocks qui étaient sous-exploités, eh bien, en 1974, il y avait 40% du stock, donc près de la moitié des réserves de poissons mondiales étaient sous-exploitées. Dorénavant, ce n'est plus que 10%. Donc on a de moins en moins de réserves de poissons et le poisson évidemment est de plus en plus surexploité. Alors pour illustrer justement cette concurrence entre États et types de pêche, eh bien on va s'intéresser à cette diapositive qui montre les ressources halieutiques en Afrique de l'Ouest et notamment autour de ce qu'on appelle le golfe de Guinée, hein, ici. Eh bien l'activité pêche, hein, va créer de nombreux emplois induits à terre, hein, c'est-à-dire par exemple la transformation du poisson, la conserverie, ici, par exemple, en Mauritanie, au Sénégal, en Gambie, on voit qu'il y a des producteurs régionaux de farine et d'huile de poisson destinés à l'exportation. Donc ça crée des emplois induits, hein, c'est-à-dire que les gens qui travaillent dans les usines de transformation du poisson en farine ou en huile, eh bien, le secteur de la pêche va leur permettre d'avoir du travail. On voit également l'existence de nombreux ports de pêche industriels, hein, que ce soit à Dakar, à Abidjan, à Tema, à Lagos, à Douala au Cameroun. Certains ports de pêche industriels sont également en projet, comme à Nouakchott en Mauritanie, à Dakhla, ou bien c'est tout d'ailleurs. Euh, et globalement, ça montre la volonté des dirigeants africains de développer l'activité. Il y a certains accords qui sont passés pour une pêche durable avec l'Union européenne, hein, dans ces zones qui sont marquées en vert, mais finalement, ces accords semblent peu favorables aux pays africains, car on le voit sur la carte, eh bien, il y a de très nombreux navires non africains qui viennent pêcher le poisson africain de façon intense et parfois même de façon un peu illicite, hein, dans le but de transporter illégalement du poisson et de pêcher du poisson, notamment dans les zones économiques exclusives de ces pays, hein. Euh, et on voit notamment qu'il y a des zones de transbordement de produits de pêche illégale, hein, c'est-à-dire dans des zones qui sont marquées par des pointillés, ici particulièrement, hein, eh bien, on transfère des poissons d'un pays à un autre, ce qui peut servir notamment à blanchir le résultat de capture illégale, par exemple de poissons dans les zones économiques exclusives de certains pays africains, qui vont être ensuite transportés dans les zones internationales et qui seront vendus donc en dehors des quotas autorisés. Donc ces nombreux bateaux non africains vont piller la ressource aux dépens des populations africaines qui en ont besoin, notamment des pêcheurs locaux et puis ben, des entreprises donc, de transformation de farine, d'huile de poisson et des ports industriels locaux. Donc les Africains vont subir les conséquences, vont perdre des emplois et ben, du coup les retombées locales de cette pêche intensive risquent de diminuer sans compter les problèmes environnementaux, c'est-à-dire les rejets de filets à la mer, le fait qu'on pille la ressource,
et la concurrence avec les pêcheurs africains, certains pêcheurs étrangers n'hésitant pas à faire feu parfois sur des pêcheurs africains qui revendiqueraient leurs poissons.